Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Onde de choc sur la scène politique malienne. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, décédé ce vendredi à Paris, en France, des suites du coronavirus. Une disparition qui suscite surprise et émotion. 2020 aura été une longue série de feuilletons politiques en République démocratique du Congo. Nous reviendrons sur le procès inédit de Vital Kamerhe, ex-directeur de cabinet du chef de l'État, condamné notamment pour corruption aggravée. Et une reprise imminente des compétitions sportives est espérée en République du Congo après 9 mois d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19. Un souhait vivement exprimé par les athlètes à 3 semaines de la prochaine compétition continentale. La nouvelle a fait l'effet d'un véritable séisme dans la classe politique. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, est décédé ce vendredi 25 décembre à Paris, en France, à l'âge de 71 ans du coronavirus. Retour sur le parcours d'une figure politique emblématique du Mali qui fut plusieurs fois ministre et candidat malheureux à l'élection présidentielle avec Siam Le Victor Assedji. La nouvelle est une onde de choc. Soumaïla Cissé, le leader de l'opposition malienne, a tiré sa révérence ce vendredi 25 décembre en pleine célébration de la fête de Noël, laissant des milliers de partisans endeuillés. Son décès a été annoncé par sa famille puis confirmé par son parti, l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Soumaïla Cissé était atteint du Covid-19. Évacué en France pour des soins, il n'a malheureusement pas survécu. Il aurait eu 72 ans en 2021. Vous savez, ce monsieur avait un projet pour le Mali, c'est le plus important. Parmi tous les grands petits maliens, celui qui avait un vrai projet de développement, une vision claire de ce qu'il veut faire, c'est celui qui avait aussi de l'intelligence. Il y avait aussi des réseaux pour mobiliser les moyens pour le Mali. J'avais entendu des rumeurs de sa maladie depuis 2 ou 3 jours. Malheureusement, ce matin, très tôt, j'ai été alerté par un de ses plus proches collaborateurs, parce qu'il est mon ami, et qui m'a donné cette triste nouvelle. Une annonce aussi brusque, d'autant plus que Soumaïla Cissé avait été libéré il y a à peine 3 mois. Enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique le 25 mars 2020 dans le nord du Mali, alors qu'il était en campagne pour les législatives, il avait regagné le pays sain et sauf le 8 octobre 2020 en pleine transition politique, soit 3 mois après la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, dont il était devenu l'un des plus farouches opposants. Je dis que Soumaïla Cissé fait partie des rares hommes politiques maliens qui est resté constant dans son engagement politique. Il a été loin du clientélisme, du nomadisme politique en tant que tel. Et ça, le Mali vient de perdre alors un de ses vrais, de ses dignes fils. Et donc aujourd'hui, il faut penser à son héritage politique, déjà au sein de l'URD, qui est le parti d'opposition le plus représentatif. Soumaïla Cissé était d'ailleurs désigné comme le grand favori de la future présidentielle, passé la période de transition. Pour une frange de la jeunesse malienne, il représentait l'espoir. Ancien ministre, Soumaïla Cissé avait plusieurs fois tenté en vain de briguer la présidence de la République du Mali. Natif de Niafounké, près de la commune historique de Tombouctou, il avait aussi présidé l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Perçu comme une figure politique forte, son décès laisse un grand vide chez beaucoup de Maliens. Également dans l'actualité en Éthiopie, la nouvelle date des élections législatives et régionales a été annoncée ce vendredi par la commission électorale éthiopienne. Elles se tiendront le 5 juin 2021. Ces scrutins initialement prévus le 30 août 2020 avaient été reportés à cause de la pandémie de Covid-19. Rappelons que le contexte régional éthiopien est particulièrement délicat depuis plusieurs semaines, alimenté par un conflit armé entre les troupes fédérales et les forces de la région dissidente du Tigré, qui ont engendré plus de 40 000 déplacés vers le Soudan voisin. Néanmoins, depuis que les autorités fédérales ont annoncé la prise de Mekele, la capitale de la région du Tigré, la situation semble s'être relativement apaisée.
2020 aura été une année politique mouvementée en République démocratique du Congo, notamment à cause d'une décision historique prise par la justice congolaise, à savoir la condamnation à 20 ans de prison de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, reconnu coupable en juin 2020 de détournement de deniers publics et de corruption aggravée. Retour sur cet épisode inédit avec notre correspondant Jacques Mboka. Un directeur de cabinet du chef de l'État en fonction, arrêté, jugé et condamné, la République démocratique du Congo n'avait jamais connu de précédents. 2020 aura donc été une année singulière dans le domaine de la justice avec autant de dossiers. Le plus emblématique, c'est la condamnation en juin de Vital Kamerhe. Le principal allié du chef de l'État a écopé de 20 ans de prison. Il est également retenu les faits ci-après, en droit. Avoir sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Accusé de corruption et détournement des fonds alloués au programme des 100 jours du chef de l'État, le procès Vital Kamerhe a défrayé la chronique et divisé la classe politique. Dans son fief de Goma, où le procès a été suivi avec une particulière attention, les partisans du président de l'Union pour la nation congolaise ont crié au complot. Le premier constat est que tous sont des suppositions. On suppose que l'intermédiaire d'eux, mais il n'y a vraiment aucune allégation qui a des fondements et des preuves. Qu'on a accusé, soi-disant qu'il avait détourné des montants qui sont d'abord inconnus, des chiffres là qu'on est en train de dire de 370 millions de dollars. Après, aujourd'hui, nous attendons, c'est maintenant 50 millions de dollars, mais jusque-là, les preuves demeurent inconnues. Les avocats de VK sont allés en appel. Le jugement qui avait commencé a été suspendu à cause de la santé jugée préoccupante de Vital Kamerhe. Pour ce procès, beaucoup au sein de la classe politique s'attendaient à une rupture au sein de Cap pour le changement, la coalition qui a porté Félix Tshisekedi au pouvoir. Il n'en a pas été le cas. Dans le reste de l'actualité, au Gabon, l'opposant Jean Ping condamne fermement la révision de la Constitution. Dans une récente déclaration, le principal adversaire du président Ali Bongo Ondimba à la présidentielle de 2016 réclame la vacance du pouvoir à cause de l'AVC subi fin 2018 par le chef de l'État. Notons que l'opposition gabonaise fustige ce projet de loi constitutionnelle adopté il y a une semaine par l'Assemblée nationale. Un projet voté à une large majorité avec 120 votes pour et 15 contre pour 135 députés présents. Ce projet de loi prévoit notamment l'instauration d'un intérim assuré par 3 personnalités en cas de vacance du pouvoir. Le texte doit encore être soumis au Sénat avant d'être promulgué par le président de la République. Le Soudan s'apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire. Le retrait de la mission de maintien de la paix au Darfour, la MINUAD, est attendu pour le 31 décembre. Les nouvelles autorités de transition assurent que le pays est prêt à assumer la sécurité des civils, mais l'accord de paix signé en octobre 2020 suffira-t-il à garantir la stabilité? Élément de réponse avec Marie-Raphaël Antolo. Après de longues années de confrontation, menaçant ainsi la stabilité tant politique et sécuritaire du Soudan, ce pays s'est relevé de ses 17 ans de guerre avec la signature d'un accord de paix le 3 octobre 2020, unissant le gouvernement soudanais aux chefs rebelles, un accord qui est intervenu dans le pays un an après la chute de l'ancien président Omar el-Béchir. Le dit accord est constitué de 8 protocoles, notamment sur la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses, le partage du pouvoir et le retour des réfugiés et déplacés.
Mais ce qui est important de comprendre, c'est un accord de politique globale qui comprend 8 protocoles qui parlent essentiellement de la propriété foncière, de la justice transitionnelle, du partage des ressources, du partage du pouvoir, du retour des réfugiés, y compris le démantèlement des groupes armés et l'intégration dans les forces armées sud-soudanaises. Lorsque nous regardons les différents accords, les différents protocoles qui régissent cet accord, nous rendons compte que seule la répartition du pouvoir qui a été quasiment respectée. Donc en termes d'évaluation, nous sommes à 20% d'application de l'accord et beaucoup d'efforts restent encore à faire par rapport à ces questions-là. En guise de rappel, sous le régime d'El-Béchir, les rebelles issus de minorités ethniques s'estimaient marginalisés dans un pays confronté à une grave crise économique et amputé des 3/4 de ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. L'autre réalité, c'est que vous avez des groupes armés, des groupes rebelles qui n'ont pas été signataires à cet accord. Il va falloir renégocier un accord global inclusif dans le cadre d'une stabilisation sur le long terme. À ce jour, les problèmes sécuritaires auxquels fait face le Soudan proviennent à 90% des confrontations émises dans les pays voisins, notamment celle du Tigré en Éthiopie. Néanmoins, les groupes rebelles attendent toujours du gouvernement soudanais la mise en œuvre de l'accord qui peine encore à être implémenté selon eux. Toutefois, les autorités nationales poursuivent leur quête pour le maintien de la paix dans le pays. Black Lives Matter ou la vie des Noirs compte, le mouvement militant né aux États-Unis en 2013 est aujourd'hui connu dans le monde entier. En Sierra Leone, une exposition d'artistes s'inspire de la mort de George Floyd, victime de violences policières en mai 2020 pour lutter contre le racisme, un sujet de Kamesh Katapoulé. Un visage aux multiples résonances, celui de George Floyd, mort le 25 mai dernier à Minneapolis. En Sierra Leone, un collectif de 15 artistes s'est librement inspiré du mouvement Black Lives Matter pour leur exposition intitulée In Black We Trust. Awa Jane Bangura, la fondatrice de ce collectif, évoque un travail engagé et parsemé d'enjeux. La lutte contre le racisme en fait partie. La discrimination ou la guerre contre les Noirs est toujours d'actualité. J'ai essayé de combiner ces thèmes dans cette exposition, c'est-à-dire la discrimination à laquelle sont confrontés les Noirs américains dans ce pays étranger et les choses auxquelles nous devons faire face ici, même s'il ne s'agit peut-être pas du même type de discrimination. Crayon à la main, Feika tente lui aussi à son échelle de mettre en lumière les problèmes sociétaux de son époque. Ces portraits, exécutés avec finesse, font également partie de l'exposition In Black We Trust. L'un des derniers en date est en réalité un autoportrait. À la fois cru et simpliste, il exprime un ressenti, une émotion et révèle finalement un certain mal-être. Ceci est un autoportrait, mais il est assez inhabituel. C'est un portrait illustrant comment les gens me voient et comment je vois les gens dépeindre des hommes noirs. Et je pense qu'actuellement, cela définit bien la façon dont l'homme noir est perçu pour la majorité des personnes. La mort de George Floyd a embrasé tout un monde. Manifestations et émeutes se sont succédées après son décès. Un événement bouleversant, sans doute synonyme de piqûre de rappel. Plus de 57 ans après le discours historique de Martin Luther King, la lutte continue. En République du Congo, comme partout dans le monde, l'année 2020 aura été l'une des plus difficiles de l'histoire du sport. Les autorités congolaises ont décrété dès le mois de mars 2020 l'arrêt des compétitions sportives pour lutter contre la pandémie de Covid-19, une décision lourde de conséquences. Et à 3 semaines de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, les sportifs expriment leur souhait de reprendre la compétition. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les 2 représentants congolais engagés en compétitions africaines ont été écartés dès le tour préliminaire. L'absence de compétition dans les jambes pour les joueurs qui n'ont plus disputé le moindre match officiel depuis près de 8 mois en serait l'une des causes de cet échec. À la Fédération congolaise de football, on croit à une reprise imminente des compétitions sportives. Et aujourd'hui, avec la reprise en Europe, avec les compétitions de la CAF, et chez nous, jusque-là, nous n'avons pas encore repris les compétitions nationales. Qu'ils soient aux avant-gardes, que d'ici là, nous travaillons avec les autorités gouvernementales
pour que cette reprise soit imminente. Le pays a décrété l'arrêt de toutes les compétitions sportives de masse le 19 mars 2020, 5 jours seulement après l'annonce du premier cas positif de coronavirus. La reprise espérée nécessitera d'énormes moyens financiers dans un pays où le sport n'attire pas des sponsors. La fédération nous aide. On a des aides de la fédération, mais contrairement à d'autres pays, on n'a pas des aides du ministère des Sports, par exemple. Et donc après, c'est chaque dirigeant en fonction de ce qu'il peut, qui apporte, qui aide. C'est pas facile, c'est très difficile. Il y a des mesures qu'il faudrait prendre pour essayer de changer cela. Le plaidoyer des sportifs congolais pour la reprise des compétitions sportives nationales pourrait s'expliquer par le souci de préparer certaines compétitions internationales. C'est le cas de Diables Rouges locaux de football qui vont disputer le championnat d'Afrique des Nations dont la 6e édition se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Notons que tous les pays logés dans le même groupe que le Congo ont renoué avec la compétition nationale depuis plus de 2 mois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.